Donc de la tribu des Turcs, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la famille qui a démarré dans les Alpes avec les colporteurs fleuristes. Et puis on va aborder quelques idées sur les collections de végétaux, à la fois un petit peu historiques et puis plus contemporaines. Alors en introduction, je voudrais vous dire que je ne suis pas un botaniste, hein. Donc c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup de cultures et de termes que je ne connais pas. J'ai un background professionnel qui est plus sur la gestion d'entreprise, des fusions d'entreprises, de la reprise d'entreprises en difficulté. Et c'est ce qui m'a occupé sur le plan professionnel, l'essentiel de ma carrière. Et il se trouve que je suis revenu en Anjou après 30 ans d'absence pour reprendre 2 entreprises de semences qui travaillent avec le grand public principalement, qui étaient Griffaton Distribution et la ferme de Sainte-Marthe. Et que mon arrivée dans l'entreprise Ernest Turc date de 2009. Donc ça fait 10 ans que je suis à la tête de l'entreprise Ernest Turc, que j'avais connu par ailleurs quand j'étais tout gamin et que je faisais du vélo dans le jardin de présentation de Dahlia et que je jouais au foot dans le même jardin et que je déchargeais des camions de tulipes et de jacinthes pendant mes vacances quand j'avais 10 ou 12 ans, quoi. Voilà. Donc l'histoire de la famille turque est une histoire qui démarre à peu près il y a 200 ans en Oisans, dans les Alpes. On pense que le premier arrivant était quelqu'un qui venait de Bulgarie ou de Turquie et qu'on a appelé le Turc, hein, en arrivant en Oisans. Et puis il s'est installé et c'est une activité agricole qui a été essentiellement leurs occupations, et c'était de l'agriculture très diversifiée et qui était avec des céréales, avec des animaux. Je suis plus à l'aise, moi aussi je suis un peu plus proche de vous parce que je ne vois pas très bien. Voilà, donc la difficulté c'était qu'ils travaillaient 6 mois par an quand il faisait beau et le reste du temps il y avait de la neige. Donc c'était très compliqué pour subsister. Et au bout d'un moment, donc il y en a qui ont eu la poudre d'escampette et qui sont partis de leur montagne au moins l'hiver, pardon, avec des plantes qu'ils avaient pu ramasser. Donc j'ai identifié un certain nombre de plantes qui étaient à portée de main. Lors d'un voyage que j'ai effectué avec ma famille il y a 3 ans, on a trouvé un certain nombre de tulipes et un certain nombre de crocus. Donc on a bien vu qu'il y en avait sûrement à l'époque. Et donc l'histoire consistait à descendre dans les vallées, hein, et à vendre les plantes alpines et les différentes semences et bulbes qu'ils pouvaient trouver en route. Et déjà on peut parler de collection parce que ils allaient dans la vallée du Rhône, ils allaient dans les Alpes du Sud et ils complétaient leur collection. Donc là j'ai mis quelques exemples. La photo d'un colporteur et puis la photo d'une malle avec des semences qui étaient visiblement le type de contenant qu'ils utilisaient. Et ils mettaient les semences dans des tubes qui voyageaient, ils voyageaient avec ça. Ça c'était ce que j'ai appelé les outils d'aide à la vente. Donc il y a Valérie qui est parmi nous, qui est commerciale chez Ernest Turc et c'est ce que c'est que les outils d'aide à la vente. C'était les prospectus et puis toute la documentation commerciale qu'on pouvait avoir à l'époque.
Et en fait, ce qui est amusant, c'est que ces planches-là, les colporteurs fleuristes demandaient à des amis, peintres, dessinateurs, de leur faire des planches. Et il se trouve que parfois on était un petit peu écarté de la réalité. Hein. C'est-à-dire que, bon, l'histoire de la rose verte, on comprend mieux pourquoi ils allaient dans les vallées pour vendre des roses vertes. Il y avait aussi des roses bleues. Hein. Et voilà, il y avait quand même beaucoup d'imagination autour de ces planches, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et dans le profil des colporteurs, on a bien sûr des gens qui sont des aventuriers, des gens qui sont des commerçants, et puis des gens qui peuvent de temps en temps être un petit peu filous. Et ça, je l'ai découvert un peu dernièrement. Mais il y avait des colporteurs qui passaient, par exemple, pas 3 fois dans la même vallée pendant 3 ans, quoi, parce qu'ils avaient pu vendre des végétaux, des roses vertes, et elle avait sans doute poussé d'une autre couleur, et il fallait mieux pas revenir. Voilà. Donc c'est le côté rigolo de l'histoire. Alors malheureusement, j'ai pas pu valider tout cela parce que mes ancêtres sont disparus. Ça, c'est des histoires que j'ai pu collecter récemment et que j'ai rapprochées de choses que j'ai pu lire ou voir, et particulièrement dans un musée qui est très intéressant. Si vous vous intéressez aux colporteurs, c'est le musée dauphinois à Grenoble, où vous avez beaucoup de témoignages de colporteurs et de colporteurs fleuristes. Et quelqu'un disait hier que ce qui était intéressant, c'était d'interviewer les anciens qui parlent de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents. Et il se trouve qu'au musée dauphinois, il y a beaucoup de témoignages comme ça, sur des vieilles cassettes VHS, avec des films qui ont été réalisés, des interviews qui ont été réalisées avec des montagnards et des colporteurs. Voilà, donc au milieu du 19e siècle, la famille, mes ancêtres de la famille turque voyagent beaucoup. Hein. Ils décident, après avoir complété leur collection dans la vallée du Rhône essentiellement et en Anjou, de partir les vendre partout. Et donc c'est assez étonnant parce qu'il y en a qui se sont installés à New York à la fin du 19e, en Espagne. Et ils ont voyagé vraiment partout, et dans des coins un petit peu étonnants comme Managua, pour vendre leurs végétaux. Donc ils ouvraient des boutiques éphémères, en fait, et ils restaient 1 mois à la Nouvelle-Orléans, 1 mois à Charlottesville, 1 mois à Mexico, etc., etc. Ils annonçaient dans la presse leur venue. Des fois, ils y allaient à plusieurs, avec des colporteurs qui étaient spécialistes, plus avec des produits de pépinière, d'autres avec des végétaux un petit peu spécifiques. Et ils faisaient livrer leurs végétaux par bateau, à partir du Havre, à partir de Bordeaux, essentiellement, La Rochelle aussi. Et ça partait sur les différents ports des côtes, de la côte est des États-Unis. Et ils sont allés aussi en Russie, ils sont allés un peu partout, ce qui est tout à fait étonnant à l'époque quand même. Donc là, je vais passer très vite parce que c'est l'histoire plus récente de la famille, et puis c'est peut-être un petit peu moins intéressant, mais juste pour vous montrer que l'entreprise est toujours restée dans la famille, et que mon père Robert a eu un rôle évidemment très déterminant entre la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusque dans les années 80, et que mon beau-frère a pris la suite, et j'ai pris le relais après mon beau-frère, avec qui je travaille toujours, qui est toujours dans l'entreprise pour donner un certain nombre de conseils, décidément. Et puis pour m'aider sur des discussions qu'on peut avoir avec les banquiers, voilà, des choses comme ça. Hein. Donc là, des gens de la famille turque, donc, pardon. Là, c'est Ernest. Donc Ernest, c'était celui qui a repris les établissements Hennequin en 1912, hein, avec une collection de dahlias. Donc,
Il a repris donc une entreprise qui travaillait déjà le dahlia, et donc il a fait évoluer cette collection, ainsi que mon père depuis 1912. Mon père étant là, donc là c'est mon père, Jean Turc, Ernest Turc, femme, grand-mère, arrière-grand-mère, voilà. Donc, et ça, c'est la maison que j'habite aujourd'hui, avec mon épouse Niki, avec les enfants. Et les enfants sont la 6e génération d'habiter dans cette maison. Philippe Turc, que certains ont connu, qui a été responsable commercial d'Ernest Turc pendant une 30aine d'années, mon frère Jean-Charles, et donc Michel Velay, qui a dirigé l'entreprise pendant bien des années et qui est toujours là. Dans le coin. Aujourd'hui, Ernest Turc, qu'est-ce que c'est? Ça a été, entre autres en 2004-2009, comme je vous l'ai dit, la reprise d'entreprise et entre autres la collection, la société Ferme de Sainte-Marthe, qui à l'époque était en très très mauvais état, et que j'ai reprise à Grainvolt, et qui avait là aussi 2 collections intéressantes, qui étaient une collection de courges avec 67 variétés, et puis une collection de tomates qui est aujourd'hui à 135, puis qui monte doucement. Voilà. Aujourd'hui, Ernest Turc, c'est ça. Ça, ce sont des photos extrêmement récentes, hein, de cet été. Donc, on a un champ d'Alstroemer qui sont des obtentions Ernest Turc. Hein. On a travaillé l'Alstroemer, ou ils ont travaillé l'Alstroemer depuis les années 80, et à partir de souches entre autres endémiques de la cordillère des Andes, avec des variétés qui aujourd'hui sont parmi les plus résistantes au gel du marché. Et voilà, on a une collection d'une vingtaine d'Alstroemer. Et nos camarades turcs de l'autre famille, enfin d'une branche turque qui est à Mazé, l'entreprise Turciflore a elle une collection plus large que la nôtre, et qui du reste est labellisée CCVS. On a failli venir ensemble, mais ils avaient trop de boulot ce week-end et ils sont restés à Mazé. Alors bien sûr, un champ de dahlia. Hein, donc là, on est dans un champ de pied-mer. Et puis, à droite, le laboratoire qui, pareil, depuis les années 80, nous aide pour la régénération de nos variétés. On passe systématiquement nos variétés de dahlia et de canna au laboratoire pour pouvoir les régénérer et puis travailler essentiellement sur leur état sanitaire. Hein. Et puis, on produit les Alstroemer aussi à notre laboratoire. Voilà. Ernest Turc, à droite, vous avez l'équipe Ernest Turc. À gauche, vous avez nos activités qui sont en Bretagne. Donc, depuis, pareil, les années 80, on a repris une activité de bulbes d'automne, donc où on fait beaucoup de jacinthes essentiellement, et un peu de muscari et d'iris. Et les jacinthes que nous faisons, on en fait à peu près 3 millions par an, et elles sont principalement à destination du marché hollandais des forceurs. Donc ce sont des bulbes que vous retrouvez aujourd'hui au mois de novembre, début novembre, en jardinerie sous forme de potées fleuries ou de jacinthes en fleurs en tout cas. Et les premières jacinthes qui arrivent en fleurs dans les jardineries sont bien souvent issues de Bretagne et certaines de chez Ernest Turc. L'entreprise à Angers. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite répartition par produit. Donc on est bulbes à fleurs de façon essentielle, semences et puis un peu de végétaux, les végétaux étant issus de produits de semences ou issus de bulbes, hein, comme des dahlias en pot par exemple. Nos principaux marchés, donc on travaille essentiellement avec la distribution, les grandes enseignes de type Jardiland, Truffaut, Botanique, hein. Et puis à peu près 20% avec les collectivités et une dizaine de pourcents
à l'export, l'export étant pour nous assez proche, principalement l'Angleterre et l'Allemagne. Voilà. On a un certain nombre de marques qui sont donc Ernest Turc bien évidemment, Happy Pouce qu'on retrouve dans l'alimentaire, et puis depuis un an la marque Silence ça pousse. On a rejoint Minier dans leur aventure Silence ça pousse, donc eux avec les produits de pépinière et nous avec semences, bulbes et gazon. Et puis il y a Florentaise, il y a Poétique et des gens de Serre Chaude qui nous ont rejoints. Et donc on va développer cette marque Silence ça pousse. Alors les principales collections que nous avons, donc une collection de dahlias principalement, qui est collection nationale CCVS, et qui a été démarrée avant 1912, quand Ernest Turc en fait, a repris l'entreprise à Angers, rue des Ponts-de-Cé, qui était la rue des horticulteurs et des pépiniéristes, voilà, il y a plus de 100 ans. Collection Cana, j'en ai parlé, des Alstroemer. Et on est très content parce qu'on a gagné 3 EGM avec 3 variétés d'Alstroemer il y a un peu moins de 10 ans. Donc ça nous a aidé entre autres pour le marché anglais. Puis ça fait plaisir de gagner des prix, et on se rend compte aussi que les prix sont des vecteurs pour faire connaître les collections. Voilà, alors, les collections, où sont-elles présentes? Donc, bon, vous les trouvez dans un certain nombre de jardins, de façon partielle, donc à la Bourdésière, à Terra Botanica, dans un certain nombre de châteaux. Et on a envie de faire une présentation totale de notre collection en août 2022. On pense faire un événement pendant le Congrès mondial de l'horticulture, il faut en profiter. Il vient à Angers, c'est une occasion unique. Sur la shortlist, les dernières villes en compétition, il y avait Angers et Pékin, et c'est Angers qui a gagné l'hébergement du congrès. Donc voilà, il faut qu'on réponde présent, et je pense qu'on va mettre toute notre collection de dahlias, voire beaucoup plus. Enfin, l'idée, c'est d'avoir une collection un peu élargie. Et bon, il faudra en parler avec le CCVS, parce que c'est aussi pour nous l'occasion peut-être d'accueillir pendant août 2022 chez nous d'autres collections. Si des gens veulent profiter de l'espace, ça peut être une idée. Alors, parmi les autres collections sur lesquelles Ernest Turc a travaillé, j'en ai mis 4 là, et pas forcément toujours avec des bonnes nouvelles, parce que la collection de glaïeuls, par exemple, c'est un programme que j'ai décidé d'arrêter en 2010, parce que c'était un programme sur lequel il n'y avait pas de rentabilité. La compétition avec nos camarades hollandais faisait que on n'avait pas la possibilité d'avoir ce delta de prix entre les produits hollandais et les nôtres. Donc on a décidé d'arrêter ce programme, et on était obtenteur de glaïeuls, comme la collection de tulipes qu'on a abandonnée en 2014. Suite à 30 années de recherche, et vous voyez une tulipe ici, là, avec une tige sombre, quelque chose qui était très original, une tulipe extrêmement robuste et d'une couleur blanche absolument extraordinaire. Et on a dû arrêter ces programmes-là, et entre autres parce que l'INRA a arrêté ses travaux aussi de recherche sur beaucoup de plantes, et entre autres des plantes à bulbes. Et ça a été la même chose avec anémone et renoncule. Donc là, la collection est toujours, existe toujours.
et je cherche en fait à transférer ces deux collections, anémone et renoncule, parce que nous n'avons pas suffisamment d'énergie et de ressources pour pouvoir travailler raisonnablement cette collection d'anémones et de renoncules. Mais je voudrais essayer de garder quand même comment dire, tous les progrès qui ont été faits sur ces produits-là, et entre autres avec les friandines, qui sont des renoncules tout à fait étonnantes. Voilà. Et puis pour finir, le programme d'Agapante. Donc Agapante, on a trouvé beaucoup de produits intéressants, plutôt nains, dans des coloris originaux, avec des feuillages originaux, etc. Donc il y en a plusieurs pour lesquels on a obtenu des COV. Et puis le programme, on continue à travailler dessus, et on cherche un partenaire pour pouvoir partager le travail dans les années à venir. Voilà. Donc, j'ai réfléchi un petit peu, suite aussi à votre demande, madame, sur l'intérêt des collections. Donc, j'ai mis quelques idées, hein. Évidemment, c'est pas exhaustif, hein. L'intérêt scientifique des collections, donc, qu'elles soient de plus en plus résistantes aux maladies, hein, qu'elles puissent résister à des périodes de sécheresse qu'on a maintenant, qu'on avait peut-être moins auparavant. Et puis, bon, c'est un apport modeste à la biodiversité, hein. L'intérêt variétal, c'est donc d'identifier des variétés qui vont répondre aux besoins du marché, aux besoins du consommateur. Et puis un intérêt patrimonial qui est, entre autres, financier, hein, parce que des entreprises comme les nôtres mettent au bilan une certaine valorisation pour nos collections de végétaux. L'intérêt culturel des collections, donc un apport de diversité, un apport d'originalité. Le fait qu'une collection, ça raconte une histoire, et ça c'est particulièrement vrai dans notre entreprise, parce que ça fait 200 ans qu'on est dessus, hein. On montre quand même des produits qui sont très jolis. L'intérêt culturel, c'est également des rencontres, et le colloque que nous vivons actuellement, pour moi, c'est toujours très intéressant, parce que je rencontre des tas de gens, entre autres des gens qui ont un profil botanique et qui m'apprennent toujours plein de choses, hein. Une rencontre avec des jardiniers, des collectionneurs, des hybrideurs du monde entier, ça c'est aussi une expérience extraordinaire. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Ça, c'est la English National Collection à Penzance en Cornouailles. Donc c'est une collection de dahlias qui a été reprise il y a quelques années et qui est maintenant en pleine forme et qui est vraiment très sympa. Ça, c'est une partie de la collection Delbar, parce que Delbar a été obtenteur, a travaillé avec Jeanne de Laval, et il se trouve que cette collection en ce moment subit quelques difficultés de par l'arrêt d'une entreprise, Novaflore, et donc on essaie d'aider à la reprise d'une partie de cette collection ou de la totalité de la collection, de façon à ne pas perdre des variétés qui ont pour certaines un grand intérêt, hein. Donc ça, c'est le champ actuel de production, un des champs actuels de production à côté d'Angers. En termes d'échange, là je vous ai mis Mainau. Donc Mainau, c'est un jardin qui est tout à fait intéressant sur l'île de Mainau en Allemagne, sur le lac de Constance, où il y a un concours du dahlia chaque année de 275 variétés. Et c'est un lieu d'échange tout à fait intéressant. Et puis là, j'ai mis un dahlia qui s'appelle Knockout, qui est une obtention de Nouvelle-Zélande, avec un obtenteur, Keith Hammett, qui est un garçon très intéressant et qui recherche des nouvelles variétés de dahlia depuis 60 ans ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est l'intérêt de travailler sur des collections comme ça, c'est qu'on rencontre des gens du monde entier.
Je suis allé en Australie chez un hybrideur de dahlia, il est venu chez nous, il est resté 2 jours. On rencontre des Américains, on rencontre des Japonais, on rencontre beaucoup de gens d'Europe de l'Est qui travaillent les dahlias, des gens des États baltes qui sont aussi très excités par le dahlia. Et donc, pour moi, c'est un enrichissement toujours très intéressant. Peut-être un jour le Kazakhstan. Hein. Des enjeux qui sont liés à l'avenir des collections. Donc, bon, il y a plusieurs façons de voir le sujet, soit sous l'aspect contrainte, soit sous l'aspect espoir. Hein. Donc, en termes de contraintes, c'est vrai qu'on a des prix de revient qui sont quand même très élevés dans nos pays par rapport à d'autres pays, et c'est quand même un petit peu compliqué de maintenir le même niveau de compétitivité. Hein. Deuxièmement, on a des aspects financiers aussi qui font que nos acheteurs... Alors j'ai mis parfois en italique. Hein. Il y a un peu d'humour, mais c'est vrai que on a quand même beaucoup de difficultés à tenir nos prix avec principalement les gens de la distribution. On a une certaine crainte de voir sur le marché, j'en parlais hier, une concentration de nos clients. Et je prends l'exemple du groupe InVivo, donc, qui a maintenant les enseignes Gamme Vert, les enseignes Delbar, les enseignes Jardiland, les enseignes Jardinote, les enseignes, enfin bon, 7 enseignes. Hein. Et donc, pourquoi? Pour pouvoir massifier leurs achats. Et donc, pour nous, c'est quand même des menaces. Hein. Il faut les intéresser sur les collections. Ça, c'est aussi des thèmes où on dit beaucoup de choses. Par contre, sur l'exécution derrière de projets, c'est quand même un peu compliqué, sachant qu'en plus, ces groupes travaillent assez vite et c'est quand même difficile de poser des jalons et de rester dans la durée avec eux, parce que bien souvent, c'est des changements d'investisseurs tous les 300, 5 ans, 7 ans, des changements de dirigeants. Pareil, 3 ans, 5 ans, 7 ans, et c'est difficile de rester dans la durée. Bon, néanmoins, évidemment, il y a un espoir, hein, puisque ça fait 200 ans qu'on est dessus, on ne va pas lâcher le morceau comme ça. Et puis, donc, il y a l'intérêt croissant d'un certain nombre de jardiniers. À nous de trouver aussi les marchés sur lesquels on va les trouver, sachant que les gens ont quand même des jardins beaucoup plus petits, hein, des balcons, des terrasses, mais il faut nous adapter pour faire des produits qui vont répondre à leur désir, à leur curiosité. Hein. Et puis, évidemment, un des sujets qu'on aborde aussi souvent au CCVS, c'est les aspects de transmission et de succession pour 3 minutes. D'accord. Bon, je vais un peu accélérer alors. Je vais un peu accélérer. Il faut dire que la présentation, je l'ai faite en 2 temps. Le premier temps, il y a à peu près il y a 1 mois, puis il y a 15 jours, j'ai reçu votre mail avec ce que vous vouliez voir dans la présentation, donc j'ai fait un petit patchwork. Mais du coup, ça a allongé, ça a allongé le résultat. Donc je vais aller un peu plus vite. Alors, les critères de réussite pour l'amélioration de la collection. Donc là, j'ai mis un certain nombre de thèmes, hein, qui sont en fait les critères horticoles entre autres, que l'on va utiliser pour pouvoir faire des produits qui vont avoir une certaine qualité et une durabilité. Hein. Le fait qu'il faut avoir du temps, bien sûr, et des ressources, sachant que, oui, entre la recherche de nouvelles variétés et de leur commercialisation, il se passe 5 à 10 ans, quoi. Difficulté pour conserver les collections. Donc, j'ai parlé des enseignes, je ne vais pas rester très longtemps, mais une de nos solutions pour répondre à la menace des prix bas et des attaques par les marques, je dirais, de distributeurs, c'est d'aller sur des catalogues pour jardiniers et c'est d'aller sur des sites vers des nouveaux clients qui sont donc des gens qui vendent des végétaux sur Internet. C'est un grand développement actuellement des ventes sur Internet. Eh bien, nous faisons partie, nous aussi, du train. Hein. Diminution de la connaissance des végétaux par les jeunes. On en a parlé hier, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet.
Donc, il y a des jardins comme Terra Botanica, vous le voyez à droite, où il y a eu depuis 4 ans un jardin de dahlias qui fait plaisir au grand public. Le grand public aime beaucoup ce jardin de dahlias. En plus, ils peuvent monter dans le ballon et le voir de haut, c'est très joli. Et puis, on essaie d'encourager aussi des opérations avec des gens comme le GNIS, comme d'autres associations voilà, qui ont tout un tas de projets pour faire connaître le végétal aux jeunes générations. Donc là, je vais aller vite parce que je parle de stratégie dans l'élaboration de nouvelles variétés. Donc j'ai mis quelques exemples ici. Il faut évidemment, dans notre stratégie, répondre aux besoins du marché. Aujourd'hui, ce qu'il demande le marché, c'est des plantes un peu plus trapues, résistantes aux maladies, avec des coloris intéressants, qui utilisent de moins en moins de produits chimiques, de moins en moins d'intrants, donc par exemple plus de produits nanifiants. Ça, c'est pour les végétaux en pot, par exemple. Une recherche sur le feuillage sombre aussi. Dans notre mode de fonctionnement, on essaie aussi de faire des parcelles de plus en plus ciblées pour la recherche de nouvelles variétés. Donc maintenant, les dahlias, on va les faire de plus en plus par sous-famille. Donc la sous-famille des cactus, la sous-famille des décoratifs. Et on fait travailler les abeilles. C'est une ressource qui est très intéressante. Et les abeilles, elles sont comme tout le monde, elles sont de temps en temps un peu feignantes. Et pour aller polliniser les copines, elles vont aller généralement juste à côté. Et donc, on a plus de facilité à trouver directement des nouvelles variétés dans les sous-familles en question. À droite, vous avez un champ de semis de dahlias. Donc, un champ de semis de dahlias, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat de graines qu'on a prélevées sur des dahlias l'année auparavant. Okay. Et donc, dans ce champ de semis, on va faire le choix de variétés qui ont du potentiel. Voilà. Donc, ça, c'est un champ c'est celui de cette année. Voilà. Donc, il y a des gens de l'entreprise, il y a des visiteurs extérieurs, des spécialistes qui passent et puis qui repèrent un certain nombre de variétés. Et on décide d'en garder 10, 20, 30, 40, avec lesquels on commence à faire des pré-séries et on les fait passer dans le tamis des critères horticoles. Et le tamis des critères horticoles, on en a parlé un tout petit peu auparavant, c'est le fait que les variétés produisent par exemple beaucoup de boutures, qu'elles soient résistantes aux maladies, etc., qu'elles soient évidemment originales et jolies. Je vous ai mis quelques nouveautés récentes. Donc Sienna and Black qui a fait un bon score là, à Mainao, qu'on va sans doute présenter à la RHS, au concours de la RHS l'année prochaine. Pink Punk qu'on a baptisé la semaine dernière, qui est un nouveau dahlia très original. Et puis une autre fleur simple en haut à droite qu'on n'a pas encore baptisée. Qu'on fera sans doute l'année prochaine. On a quelques projets de baptême. Là, je vais passer rapidement sur ce slide. C'était pour vous expliquer, pour information, le cycle du dahlia dans son année. Mais je crois que ce n'est pas forcément l'objet maintenant, surtout s'il me reste 30 secondes. Même pas. Voilà. L'intérêt économique de l'entreprise via ses collections de végétaux, donc on en a un petit peu parlé, mais là je refais une synthèse. Et on voit sur les photos, en haut à droite, oui, Nancy, donc avec le dahlia Jean-Marie Pelt qu'on a baptisé il y a 2 ans, au jardin botanique. Du reste, il était en couverture de la présentation. J'ai oublié de le dire au début, mais le premier dahlia en photo, c'était Jean-Marie Pelt. Donc là, le voilà, c'était il y a 2 ans. Ça, c'était le baptême de Terra Botanica à Terra Botanica, qui a fait numéro 7 à Mainao cette année. Et ça, c'était le dahlia Normandie qu'on a baptisé il y a 2 ans à Coutances.
Voilà, donc je pense que la communication et tout ce qui est lié à ces baptêmes est très très important parce que bon, bah, ça donne des histoires à raconter à l'entreprise, à la presse, etc. Et ça fait connaître auprès du grand public des produits qui sont quand même magnifiques. Voilà. Donc là, je parle d'un certain nombre de prix qu'on a eu, j'en ai parlé auparavant. Voilà, et puis donc des sujets de discussion pour la journée, hein, en plus de ceux que j'ai pu aborder depuis une demi-heure. Donc, ce sont des thèmes, vous pouvez en lire quelques-uns, on pourra en parler pendant la journée, pendant les pauses. Mais bon, voilà, ça fait partie des discussions qu'on peut avoir. Et puis, bah, écoutez, mon dernier slide, c'est pour remercier un certain nombre de gens. Hein. Et puis pour vous montrer deux photos. Donc la première photo, c'est Chat Noir. Hein. Donc Chat Noir, c'est une obtention Ernest Turc des années 70. C'est un réel succès. C'est un des dahlias les plus cultivés au monde. C'est le dahlia le plus vendu en Angleterre. Et c'est un dahlia qui tient la route. Et encore cette année, il est de toute beauté. On arrive bien à en faire la sélection, il fonctionne très très bien. On se les fait voler par tout le monde. Sinon, ce ne serait pas un des plus cultivés au monde. Hein. On en est très fiers. Voilà. Et puis à droite, je vous ai mis en primeur la couverture du catalogue turc 2020, qui est actuellement chez l'imprimeur. Hein, et pas encore sorti. Donc sur une thématique de rouge, et on a mis un petit peu d'humour avec une bouche et avec un verre de vin, parce que ça nous paraissait aller bien aussi dans les nouvelles tendances. Et puis on a aussi un petit peu d'humour. Voilà. Dans les gens que je voulais remercier, il y avait, je voudrais particulièrement parler de Johan Beaumont. Johan Beaumont est un monsieur qui n'a pas pu venir au colloque à Nancy, là, et qui est un vrai collectionneur de dahlias, qui habite à Chartres. Hein, une partie de sa collection est à Flamanville. C'est un garçon complètement passionné de dahlias avec lequel on passe beaucoup de temps. Nous, on est des petits par rapport à quelqu'un comme lui. Il a 2800 variétés de dahlias. Hein, et je pense que c'est la plus large collection de dahlias au monde. Au monde. Hein. Donc voilà, c'est un monsieur qui vit 20 heures sur 24 avec les dahlias. Et je pense qu'il faut vraiment l'intégrer dans nos travaux pour la préservation des collections comme celle du dahlia. Merci beaucoup.